Allez François, je vous laisse la parole pour les premières questions à notre invité. Oui, alors Coralie n'est pas là, mais on pense à elle, puisque elle au conseil je vais faire sa fameuse Métropole. question coquine. Ah, on commence par ça. Mon cher Denis Boide. Alors, quand est-ce qu'on le supprime? Supprime quoi? La corrida, le Sénat, Ah, vous y êtes. Je parlais du Sénat, oui, alors, effectivement, le Sénat. C'est une bonne question. C'est une vieille rengaine. François, c'est une bonne question parce qu'il y a une vingtaine d'années, même beaucoup plus, déjà le général de Gaulle voulait supprimer le Sénat. Je me posais la question de ce bicamérisme entre ces deux chambres et le rôle réellement du Sénat. Quand je vois ces dernières années qui viennent de se passer, quand je vois parfois les débats à l'Assemblée nationale, dont je ne partage pas toujours la qualité de ces débats et les propos qui y sont tenus, je pense qu'au Sénat, nous avons un travail de fond et un travail sur les idées, sur les sujets, qui est beaucoup plus respectueux. Et je pense que c'est une bonne chose que le Sénat existe encore. Il est utile, donc. Ah, très utile en ce moment. OK. Alors qu'on assiste à une montée des extrêmes, avec le populisme et des extrêmes droite-gauche, alors que le PS est tiraillé de toutes parts sur sa stratégie et sa ligne politique, moi j'aimerais savoir, et qu'il a perdu beaucoup de son lustre d'ailleurs, d'antan, j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi aujourd'hui être de gauche? Alors être de gauche, je vais vous dire, moi je suis clair là-dessus, François, et vous le savez, je ne partage pas du tout l'analyse de LFI sur un certain nombre de sujets. Je ne parle pas de toutes celles et ceux qui votent LFI, je ne parle pas de tous ceux qui composent LFI. Je parle de Mélenchon, je parle de Garrido, je parle d'un certain nombre d'acteurs politiques de chez LFI qui ont des propos qui sont, pour moi, inconcevables et inacceptables, qui ne correspondent pas du tout à la problématique des Français, qui sont excessifs dans leurs propos. Et je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, le Parti socialiste est en train de se chercher. C'est vrai qu'on se cherche. Je rappelle quand même que nous avons fait 14,5% des voix avec un candidat social-démocrate, Kuzman, aux dernières élections européennes. Que cette ligne-là du parti... Qui n'est pas au parti, quand même. François, vous pensez bien que j'ai bien compris qu'il était à place publique et pas au parti. Jusque-là, j'avais fait l'analyse. Jusque-là, j'arrive à suivre quand même. Tout ça pour vous dire que je pense que cette ligne qui est défendue aujourd'hui par Meilleur Rossignol, qui est défendue par Carole Delga, plus près de chez nous, qui est défendue par la candidate de Rhône-Alpes, ces gens-là ont des valeurs socialistes que je partage, qui sont les miennes, que je comprends, qu'on pourrait y rajouter François Hollande, on pourrait y rajouter Cazeneuve, on pourrait y rajouter beaucoup d'hommes politiques. Aujourd'hui, la stratégie d'Olivier Faure, qui consiste un petit peu de se caler derrière Mélenchon parfois, ce n'est pas une stratégie qui me convient. On va avoir un congrès l'année prochaine, il est annoncé apparemment début d'année 2025. On verra ce que disent les socialistes, mais pour ma part, je suis de ceux qui pensent qu'il faut changer cette stratégie politique. Alors, parce que la meilleure façon, je ne sais pas, vous n'avez pas posé la question, mais je vais quand même y répondre. C'est une habitude. Notre sénateur de. Non, mais le problème, c'est le Front National dans tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mouvement qui est au-delà de la France? On a vu avec Donald Trump aux États-Unis. C'est exactement, François a une question là-dessus. Mais quand même, sur l'Europe entière, on voit bien qu'aujourd'hui, des mouvements nationalistes sont en train de s'emparer du pouvoir, à quelques exceptions près. C'est pour ça que je faisais le rapprochement avec la question qui m'est posée concernant la stratégie du parti. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour gagner une élection, il faudra peut-être se rencontrer, peut-être discuter, peut-être partager un certain nombre de valeurs que nous avons en commun pour faire un barrage au Front National. Il est à nos portes, y compris dans ce département. Et ce n'est pas le risque de laisser le Rassemblement national face à un parti unique, comme l'appelle Marine Le Pen? À la fin, c'est eux ou vous? Alors, ce n'est pas eux ou nous. Je pense que c'est à nous à définir une stratégie politique qui est un petit peu une ouverture sur tous celles et ceux qui nous entourent. François, peut-être une question sur Donald Trump? Oui, ça revient au même, c'est-à-dire face à la montée du populisme, comment aujourd'hui la gauche peut l'emporter face à l'extrême droite, par exemple, à la prochaine présidentielle? Quand je vois aux États-Unis le comportement de Donald Trump, ce grand pays quand même, le comportement de Donald Trump pendant la campagne électorale avec ses excès de langage, cette grossièreté dans le discours, ces attaques personnelles sur les personnes, notamment sur la candidate démocrate. Quand je vois les gestes qu'il a pu tenir à la télévision, que tout le monde a vu, que je ne referai pas, comment peut-on voter pour un personnage comme ça? Quand on voit qu'il se moque complètement de la COP21, qu'on va avoir une politique où on s'en fout de tout ce qui est préservation
de la santé de la France et du monde entier. Mais est-ce que ce n'est pas l'expression d'une lassitude des électeurs? C'est pas une expression d'une Parce que finalement, les premiers sondages, les premières expressions sur le vote des Américains, c'est le pouvoir d'achat. C'est l'inflation très forte qu'il y a eu aux États-Unis. Il a été le seul à pouvoir peut-être répondre à cette inquiétude chez les Américains. Abdel, c'est exactement ce que j'allais dire. On va avoir une question sur la corrida. Je vais y répondre. Je ne vais pas y répondre maintenant, je vais attendre qu'elle me soit posée. Vous croyez que la problématique des Français, aujourd'hui, c'est la problématique de la corrida? C'est la problématique, je ne sais quelle problématique qu'on peut avoir comme ça qui nous sortent par les propositions de loi des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la banque alimentaire qui est à la rue. C'est les restaurants du cœur qui rationnent les repas qu'ils distribuent. C'est le pouvoir d'achat des Français qui est ce qu'il est. C'est les difficultés du chômage et on voit les licenciements qui se présentent aujourd'hui et ceux qui vont arriver demain. Et de tout ça, on parle de quoi là? De textes. Je crois qu'il faut revenir à un langage que tient le Front National. C'est là où il y a le problème. Un langage de vérité sur la problématique des Français au quotidien. Mais justement, vous évoquez les problèmes économiques avec la remontée du chômage, on va dire, avec les grandes coupes aujourd'hui dans les entreprises. Les grandes entreprises, pour l'instant. On l'évoquait tout à l'heure en aparté, mais comment les collectivités aujourd'hui, puisque vous êtes quand même un élu des collectivités, on va dire, comment aujourd'hui elles peuvent prendre part à ces économies budgétaires? Est-ce que c'est souhaitable? On se moque de nous, là. Ce Mozart de la finance, là, qui nous a fait 1500 milliards de dettes en 7 ans. On nous dit c'est le Covid. Ok, c'est le Covid. Et le Covid, c'était une bonne mesure qu'il a prise, je le dis. Mais le Covid, c'est 450 milliards d'euros. Les 1000 milliards qu'il reste. Quand on veut, comme j'entends aujourd'hui, ne pas augmenter, ne pas mettre l'impôt sur la fortune au niveau où il était, quand on veut ne pas mettre différents impôts ou exonérations de charges, quand on veut faire une politique où on veut effectivement donner aux grands patrons plus de latitude, eh bien on se retrouve avec 60 milliards par an de recettes en moins et on se retrouve avec un budget déséquilibré qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une galère monstre. Quand je vois le Premier ministre aujourd'hui qui arrive avec de bons sentiments, il voulait remettre l'impôt sur la fortune, que je vois que tout le monde s'y oppose dans cette pseudo-majorité qu'il y a aujourd'hui. On ne sait même pas quelle majorité il y a, mais bon, ça c'est autre chose. Je me dis, je suis inquiet. Alors après, vous allez me parler du jour de férié qu'il faut supprimer. Est-ce que vous croyez qu'on prend le taureau par les cornes, là? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment la problématique du jour? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, quand on annonce des licenciements, comme vous l'avez vu sur Auchan ou sur Michelin, pour des questions de compétences mondiales qui font qu'on trouve des pneus meilleurs marchés ailleurs, quand on voit tout ça, là, et ce qu'on ne voit pas, c'est ce que je dénonce depuis un an. Le bâtiment. Quand on voit comment on a tué le logement social par le RLS, quand on voit comment le logement intermédiaire est pénalisé par les mesures par le gouvernement, quand on voit comment on supprime l'accès ou qu'on modifie l'accès au PTZ, au prêt à taux zéro, qu'on voit que le bâtiment aujourd'hui, on a fait des auditions il y a plus de 6 mois au Sénat, où on a vu tout l'ensemble des intervenants sur le logement en particulier. C'est 500 000 emplois qu'on va perdre d'ici 2025. C'est pas rien, 500 000 emplois. Aujourd'hui, quand vous rencontrez la Fédération du bâtiment, ils sont tous dans des difficultés. Mais la difficulté, elle commence à où? Elle commence au géomètre, au promoteur, et elle finit au notaire. Mais ça, on n'en parlera pas, parce que ça, 500 000 emplois, c'est dans toute la France, c'est tous les départements, c'est tous les corps de métier. Vous allez les retrouver au tribunal de commerce pour quelques-uns d'entre eux. C'est pas Auchan qui en supprime 2500 de coûts. Julien Devez, votre question à notre invité, Denis Boide. Oui, alors il y en aurait pas mal à poser, mais je vais revenir sur ce que vous disiez avant par rapport au positionnement de vos collègues socialistes à l'Assemblée nationale, qui semble-t-il, avec lequel vous n'êtes pas en total accord par rapport à leur alignement vis-à-vis de LFI. Et vous disiez à juste titre que le Parti socialiste avait quelque chose à dire, qu'ils avaient fait 14,5% aux élections européennes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un peu prisonnier d'un mode de scrutin, et quand vous appelez, par exemple, à se rassembler pour faire barrage au Front National, est-ce que vous ne pensez pas qu'on se trompe de combat et qu'en disant tous la même chose, finalement, on ne dit plus rien, et qu'on fait un peu comme Kamala Harris, et finalement, on laisse aux extrêmes la possibilité de dérouler leur projet sans que nous n'en ayons plus? Donc, est-ce que la proportionnelle ne nous permettrait pas... Je l'ai toujours dit, cet accord d'élection, on va l'appeler comme ça, parce que ce n'est pas un accord de gouvernement. On avait un programme si on n'était pas d'accord. Mais bon, donc c'est un accord pour les élections. C'est excellent pour passer le premier tour. Ça s'arrête là.
Puis on peut regretter, je suis sûr que vous allez le regretter comme moi, que pour des raisons diverses et variées, il n'y a plus ce front républicain qu'on connaissait avant. Il n'y a plus ce front républicain. Il a fonctionné quand même au second tour des législatives. Non mais vous rigolez ou quoi? Dites-moi, quels sont les candidats qui ont été soutenus? Moi j'ai toujours dit, personnellement, que je soutenais le candidat de droite qui était le mieux placé par ce Front National pour battre le Front National. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui l'ont dit dans ce département, quelle que soit leur sensibilité. Peut-être qu'il a moins bien fonctionné aussi parce que le projet de la NFP... Je vous remercie de vous l'accorder. Mais parce que c'est un constat. Effectivement, le Rassemblement national progresse. Peut-être que le projet du NFP n'était pas suffisamment mobilisateur pour les électeurs centristes. J'ai lu dans la presse qu'on dise « je n'appelle pas à voter pour Cathy Guyot ». Parce qu'elle est présente sur une liste avec le LFI. Cathy Guyot, si c'est LFI, je connais mal Cathy Guyot, là. N'empêche que vous partagez le même projet et que une des raisons du blocage à l'Assemblée nationale vient du fait que les députés socialistes sont restés collés à cette stratégie. Alors après se pose la question du mode d'élection, effectivement. La proportionnelle, je n'ai jamais été trop un fervent défenseur de la proportionnelle parce qu'on est souvent sur des scrutins de liste. Oui, sinon c'est pas forcément... Moi, vous savez, j'ai été adjoint d'une petite commune, j'ai été maire d'une petite commune, j'ai été conseiller départemental d'un canton d'Uzès, j'ai été vice-président, j'ai été président du département. J'ai essayé de gravir les échelons. Sur des élections à la proportionnelle, il suffit d'être un bon militant. Allez, Martine Tiberino, votre question. Pour tout le monde, d'ailleurs. Cher Denis, votre question à notre invité Denis Boine. Cher Denis, moi je reviens sur notre département et puis plus sur notre commune de Nîmes, où le Front National, bien que pour moi il n'y ait pas de danger, pour certains il y en a me disent que je me trompe et que je suis encore dans le pays des bisounours. Et j'aimerais vous savoir comment vous vous positionnez face à vos collègues du Parti Socialiste. Êtes-vous Team Nadal ou Team Jaumin? Pourquoi il y a une différence entre les deux? Non, je pense... Martine, je vais vous répondre plus précisément. Quand je le fais avec un peu non, mais il n'y a pas Coralie, donc moi je fais la question. Je le fais avec bravo, Martine. Un peu d'humour. On est en train de mettre les hommes avant le projet politique. Et vous le savez comme moi, pour écrire un projet politique, il faut 5 minutes à condition qu'on mette les hommes et les femmes d'accord avant. Bon, je crois que si on prenait les choses un petit peu à l'envers, qu'on ait un vrai projet politique pour Nîmes, et qu'après qu'on définisse quel est le meilleur candidat, parce que vous avez oublié que dans Jaumin et Nadal, il y avait aussi le communiste, Vincent Bouget. Ah, moi je parlais du Parti Socialiste. Il y avait aussi les Verts. Oui, je parlais du Parti Socialiste. Je pense qu'il y a tout ça qui doit se regarder. LFI également. Il faudra regarder LFI, effectivement, parce que je l'ai dit, LFI, il ne faut pas jeter le bébé à vélo du bain. Il y a des gens chez LFI qui sont très bien quand même. Il ne faut pas non plus généraliser des propos de quelques-uns. Donc il y a tout ça à voir. Mais sur une union de la gauche avec la photo de Jean-Luc Mélenchon à Nîmes, ça ne vous poserait pas un problème, Denis Boine? Ça me donne chapeau bleu aux législatives. Donc ça va me l'opposer à Nîmes, pareil. C'est pas nouveau pour moi. Bon, il n'a pas répondu, mais c'est pas Non, mais à la question de Jaumin... Il y a un premier fédéral, le Parti Socialiste, c'est Pierre Jaumin, aujourd'hui. Oui, d'accord, mais Nadal est secrétaire de section à Nîmes, fait un bon boulot sur Nîmes. Jaumin est là aussi. On verra quel est le meilleur des deux le moment venu. Mais c'est difficile aujourd'hui que je prenne position sur l'un et sur l'autre, vous le comprenez bien. François, 2 dernières questions sur le Sénat, et ensuite on aura une question également à vous poser plus locale. Oui, sur le Sénat, parce que c'est une question qui nous interpelle ici. Le Sénat va créer ou doit créer incessamment sous peu une commission d'enquête visant l'entreprise Nestlé, et notamment pour faire la lumière un peu, vous savez, sur les pratiques de ces industriels de l'embouteillage. Est-ce que vous allez vous plonger dans les eaux tumultueuses de Perrier? Et est-ce que vous allez rentrer dans cette commission? Ou est-ce que vous avez envisagé de travailler pour faire un peu la lumière sur ce qui se passe du côté de Vergès? Ouais. Il y a déjà eu une commission de créer qui a été conduite par les écolos. Oui, c'est pas tout à fait la même, là, celle-là. C'est pas tout à fait la même. Là, c'est une commission d'enquête. Voilà, c'est un peu plus sérieux, on va dire. La première commission, c'était dans le cadre au Sénat de la commission économique, où je siège à la commission économique. J'ai écouté le rapport qui a été fait de cette mission-là. Assez dur, hein? Je l'ai voté. Dur. Je l'ai voté. On ne peut pas accepter que Perrier, pour de l'eau naturelle, utilise des filtres à charbon actif, ou utilise des filtres ultraviolets. C'est interdit par la loi. C'est interdit. Voilà.
En tout cas, ce n'est pas la même appellation. On ne peut pas l'accepter. Après, derrière Perrier, par un tour de, je ne sais pas comment, enfin une rencontre avec le ministre, ont accepté qu'on mette des filtres plus ou moins autorisés, dont on ne sait pas si c'est 0,2 microns, 0,4, 0,8. Il n'y a aucune règle européenne qui est claire, il n'y a pas de règle française. Donc aujourd'hui, ils sont à 0,4. Voilà où nous en sommes globalement. Je pense qu'on est dans un pays où il faut respecter les règles. Je pense aussi qu'on est dans un pays où la sécurité alimentaire est toujours au devant des problématiques auxquelles on va être confronté. Donner une eau la plus épurée possible, tant mieux. Mais ça n'oblige pas d'utiliser des filtres qui nous sont interdits. Donc on en est là. Aujourd'hui, la commission d'enquête dont vous parlez, elle est faite à l'initiative d'un socialiste, parisien, mais bon, socialiste, sénateur. Je n'ai pas voulu participer à la commission d'enquête. Donc il fait sa commission d'enquête, il fait ce qu'il y a. Moi, j'ai visité Perrier, j'ai écouté Perrier. Ce que je vois dans Perrier, c'est les 40 millions d'euros qui ont été investis ces quelques dernières années. 40 millions d'euros qui ont été réinjectés dans l'économie. Moi, je suis un défenseur des entreprises. Si au cas où vous auriez oublié ou vous ne vous rappelleriez pas, je vous rappelle mes souvenirs, je suis un défenseur des entreprises. Toutes les entreprises. J'ai visité beaucoup d'entreprises quand j'étais président, je le fais encore quand je suis sénateur, et je continue de le faire. J'étais chez Perrier il y a quelques mois. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un peu plus de transparence quand même sur l'eau qui est consommée par les gardois. Il faut que Perrier respecte la loi. Cette commission d'enquête ne fera rien de plus que ce qu'avait fait la précédente commission du Sénat. On a les syndicats qu'on n'entend pas parler quand même. Vous avez eu des informations sur les syndicats, des difficultés qu'on a. 40 millions d'euros, je disais, d'investissement. Quand je regarde l'effort qui a été fait, ils mettent quasiment plus de camions sur les routes, quasiment plus, le terme n'est pas exact, mais beaucoup moins de camions sur les routes parce qu'ils ont rouvert la voie ferrée, ils expédient sur force. 50% du Perrier est expédié aux États-Unis. Vous pensez quoi? Comme si les États-Unis étaient un modèle de tout et n'importe quoi. Vous pensez que c'est une opération de déstabilisation de Perrier, que c'est une orchestration contre eux? Il fallait laisser aller au bout cette commission d'observation du Sénat et laisser attendre un petit peu pour la commission d'enquête. Même si l'ARS et le préfet ont décidé quand même de fermer des puits, même de manière temporaire. Non, ne mélange pas tout. L'ARS a fait un travail excellent, le préfet a fait le travail qui devait être le sien, c'est parfait. Ils ont fermé un puits qui, pendant les inondations, c'est un puits qui a eu chaud. Sur les 7 puits qu'il y a, c'est le puits qui a eu chaud. On a détruit quand même quelques millions de bouteilles aussi. Oui, parce qu'elles avaient été contaminées. Elles avaient été contaminées par des matières fécales, donc c'était grave quand même, mais ça a été réglé. Donc, un dernier mot sur la corrida pour terminer cette interview, puisqu'on a notre débat derrière. Corrida interdit aux mineurs, pour ou contre? Enfin, quand même. La corrida interdit aux mineurs. Si on fait ça, c'est la porte ouverte à l'interdiction de la corrida. Dans 5 ans, il n'y a plus de corrida en France. Et on met de côté la psychologie des enfants, puisque c'est quand même là-dessus que se positionne le projet de loi sénatorial. Il faut arrêter sur le rôle du Sénat. Non, mais je pose des questions, on a 35 000 problèmes à gérer dans ce pays en France avec la problématique des individus au quotidien. Et là, on se prend la tête sur 2 ou 3 trucs. Je vais monter jeudi à Paris que pour voter contre cette proposition de loi. Il faut le faire quand même. Hein. On l'a entendu. Donc voilà mon déplacement de jeudi. Écoutez-moi, il va falloir quand même aussi que les élus politiques que je suis et que d'autres sont comprennent que l'autorité parentale, si le papa il a envie d'amener son gamin de moins de 16 ans à la corrida, je ne vois pas pourquoi il ne l'emmènerait pas. C'est qu'il a été préparé psychologiquement, c'est qu'il doit aimer la corrida, c'est que la famille aime la corrida, c'est que... Voilà, donc arrêtons de tergiverser. Et un tout dernier mot sur les pêcheurs gros-lins, parce qu'ils sont venus vers vous, ils sont bien évidemment inquiets pour les prochains mois, les prochaines années. Vous avez écrit au ministre chargé de la mer, il vient, je crois, au Gros-du-Roi en fin de semaine. Voilà, j'ai écrit au ministre il y a quelques jours maintenant, je crois le 6 ou le 7 décembre, je ne sais plus, 6 ou 7 novembre. La semaine dernière, vous lui avez écrit. Le problème qu'il y a, c'est Robert Coste qui m'avait alerté là-dessus, c'est pour ça que j'ai fait ce courrier. Il y a un effort qui a été fait, il y a 5 ou 6 ans maintenant, sur le nombre de chalutiers en mer, sur le respect des quotas de pêche, etc., etc. Quand on regarde aujourd'hui l'état des poissons dans la Méditerranée, il n'y a que le merlu qui pose un petit peu problème, qui est en dessous du seuil encore sur lequel on devait attendre. Voilà. Quelles sont les problématiques auxquelles ils sont confrontés? Si on applique des nouvelles règles, c'est-à-dire au domaine des jours de pêche en moins,
c'est-à-dire au domaine des mailles du filet plus grosses. Les poissons de la Méditerranée sont moins gros que les poissons de l'océan. Quand on prend de l'océan, ils ont des mailles de 70, nous on a des mailles de 40. Et il y a d'autres mesures qui suivent derrière, qui sont tous aussi contraignantes. C'est quoi? C'est tous les porte-perches de la Méditerranée qu'on va devoir supprimer? Tout ça pour aller acheter du poisson où, je ne sais pas, dans des conditions de pêche qu'on ne maîtrisera pas, et des poissons d'importation. Donc je crois qu'il faut défendre nos pêcheurs. Je l'ai fait au travers de ce courrier que j'ai fait, parce que c'est une activité économique. Et le ministre économique. l'a entendu, puisqu'il sera là en fin de semaine, en principe. C'était pas moi qui fais venir le ministre. Le ministre, il avait certainement dû venir. Oui, non, mais bien sûr, mais il sera là vendredi. Moi, vous savez, tous les hommes politiques qui vous disent qu'il faut venir les ministres, je les aime, je les adore. Mais c'est pas quand ils viennent, le ministre, surtout quand il part, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Merci, Denis Bois, d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous garde avec...